En fait, il y a une stat qui se retrouve à plusieurs reprises dans l'écosystème RH qui a été sorti par LinkedIn et qui a été reprise plein de fois, c'est que le marché caché de l'emploi aujourd'hui représenterait 80% des offres de jobs dans le monde. Donc 80%, c'est énorme. Ça veut dire que 4 offres sur 5 pour quelqu'un comme toi ou moi, on la voit pas. Ça se passe par du réseau, on discute, on nous met en relation avec un ami ou une connaissance qui pourvoit le job avant même qu'il soit live sur un site, un job board quelconque. Donc ça, c'est énorme, mais malheureusement, c'est un système qui exclut les jeunes aujourd'hui, encore, parce que les jeunes, comme ils n'exploitent pas le réseau, ils se reposent encore énormément sur les petites annonces, sur les petites offres, les job boards. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier avec Frédéric Voyer. Salut Frédéric, tu vas bien ? Salut Laurent, super, merci. Frédéric est le cofondateur avec Émilie Corchia de myjobglasses.com, des lunettes pour y voir plus clair sur son orientation professionnelle, puisque myjobglasses est une place de marché qui met en relation... C'est pas une place de marché. Est-ce qu'on peut dire que c'est une place de marché ? Je pense que par abus, on peut parler de place de marché. Oui. myjobglasses met en relation des étudiants de 15 à 30 ans, et même plus, justement, déjà rentrés dans leur vie professionnelle, avec des professionnels expérimentés pour du coaching, du mentoring, pour mieux comprendre leur orientation. Tu l'as dit tout à l'heure quand on préparait ce rendez-vous, pour replacer l'humain au centre de l'orientation. Exactement. Donc nous, on place l'humain au cœur de l'orientation et ça passe par du mentoring entre des jeunes de 15 à 30 ans et des professionnels qui ont envie de partager leur quotidien et d'aider les jeunes. C'est une société que tu as fondée avec... Émilie t'a rejoint très rapidement à la création en fin 2015, lancement 2016, sur un fichier Excel pour commencer. Et aujourd'hui, c'est plus de 52 000 professionnels, c'est ça, d'un côté de la table. Et combien d'étudiants ? On a déjà aidé plus de 150 000 étudiants depuis le lancement et une belle accélération en 2020 avec le Covid, des besoins de se connecter avec le monde de l'entreprise. On y reviendra lors de cet entretien. Je suis très heureux de te recevoir. C'est une belle réussite. Vous étiez, il n'y a pas longtemps, la plus grosse start-up hébergée en tout cas, à Station F. Vous avez depuis pris vos propres locaux. C'est une belle réussite. On s'éloigne un peu aujourd'hui du commerce e-commerce, mais ce qui m'intéressera et le sujet qu'on abordera dans cet entretien, c'est justement la création de cette place de marché. Comment est-ce que tu fais venir l'offre et la demande à des rythmes qui permettent de s'alimenter l'un l'autre sans qu'il y ait d'aspect déceptif pour l'un ou pour l'autre. On parlera un peu de vos levées de fonds. Vous avez levé plus de 6 millions sur 2 tours. Et ensuite, surtout de votre accélération, vous avez fait des choses assez intéressantes, comme par exemple de créer un module dans pas mal d'établissements partenaires autour du réseau. Et c'est un peu le sujet qui t'anime et la genèse qui vous anime, créer du réseau, qui est quelque chose qui est essentiel. Et on s'en rend compte quand on grandit professionnellement que le réseau, le mentoring, le coaching sont hyper importants et c'est des choses qui manquent quand on est jeune. Ouais, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est un peu, je te le disais, rencontré avec Émilie un peu après le lancement de myjobglasses. Le réseau, c'est clé dans une vie professionnelle. Malheureusement, pour les jeunes, quand on a entre 15 et 30 ans, c'est pas dans les habitudes de rencontrer des professionnels, d'avoir un mentor. Et donc, nous, on essaye de changer ça et de démocratiser la pratique du réseau et du mentoring pour ces jeunes-là. Avant de revenir à la genèse, c'est quoi myjobglasses et comment ça marche ? Alors, myjobglasses, on est une plateforme de mentoring. Donc, on connecte les jeunes de 15 à 30 ans avec le plus vaste réseau de mentors en Europe, donc 52 000 professionnels. Concrètement, ça prend la forme d'une marketplace, comme tu le mentionnais. Le jeune s'inscrit, peut faire des recherches par zone géographique, type de métier, seniorité, va pouvoir contacter le professionnel et lui suggérer, lui proposer, lui demander un rendez-vous. Ce rendez-vous, il a lieu dans la vraie vie, c'est du face-à-face, pas trop en ce moment, donc plutôt visio ou téléphone. Mais en tout cas, c'est une connexion humaine qui a lieu à la fin, plutôt en one-to-one.
Ok, entre un jeune, un étudiant ou en début de carrière et un professionnel. Et ce professionnel, du coup, va accorder un bout de temps. Le professionnel va allouer généralement entre 30 minutes, 1 heure aux jeunes. C'est totalement libre et paramétrable pour le professionnel. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a la solution de mentorat la principale, la plus vaste en France et en Europe, parce que on permet la flexibilité. C'est-à-dire qu'un mentor peut allouer de son temps à raison de 1 ou 2 heures par an, tout comme certains allouent 30, 40 heures par mois ou des fois certains par semaine, donc ça paraît... C'est quoi le record ? Le record, on a là pendant la période du Covid des professionnels qui faisaient 60 rendez-vous par mois et en tout notre top mentor il a dû faire quasiment 300 rendez-vous depuis le lancement. Un mentor de la Société Générale. Ok, est-ce qu'on ne donne pas son nom ? Il n'est pas payé pour l'instant. Non, il n'est pas payé, mais il adore le concept et la Société Générale en l'occurrence vraiment veut booster le mentoring pour mieux se connecter avec les jeunes et les aider dans leur orientation. Puisque c'est gratuit pour les étudiants, on y reviendra tout à l'heure, gratuit pour les établissements partenaires, c'est pas payé pour la majorité des professionnels, mais le business model, c'est que les entreprises peuvent offrir leurs mentors, les mentors de leur entreprise sur la plateforme. Exactement. On a toujours voulu un modèle social, donc ne pas faire payer la partie jeune, parce qu'on voulait s'adresser à tous, quelle que soit leur origine, leurs moyens. Donc que l'étudiant soit dans une grande école, comme en université, en BTS, en CAP, peu importe. Au lycée, d'ailleurs, aussi, les jeunes, seconde, première, terminale, peuvent utiliser My Job Glasses. Et effectivement, ce sont des entreprises qui ont envie de déployer des programmes de mentorat, de mentoring, qui utilisent My Job Glasses pour lancer du mentoring à grande échelle. Et grande échelle, comme je le disais, des professionnels qui allouent 2 heures dans l'année, tout comme 20 heures par mois, le tout de manière pilotée et donc avec tableau de bord, etc. à la clé, qui leur permet vraiment de mesurer l'impact de ce programme sur des propositions de valeur de marque employeur, de recrutement ou voire même de formation. Mais du coup, elles font intervenir, pardon, je prends de l'avance en fait, je saute les étapes, mais c'est pas grave. Elles font intervenir des RH ou des experts ? Alors non, justement, on n'est pas sur le format du forum de recrutement où généralement c'est le RH qui est présent pour présenter l'ensemble des métiers du groupe, parce que faute de temps, toi-même tu n'aurais probablement pas le temps d'aller sur des forums. Là, en fait, ce sont les experts du groupe. C'est-à-dire que c'est le gestionnaire informatique, c'est le chef de projet marketing, tout comme la directrice juridique du groupe qui peuvent être mentors. Et donc ce sont eux qui se connectent immédiatement et sans l'intermédiation du RH avec les jeunes. Le RH, lui, il est plus en vision à 360 de ce qui se passe. Mais il n'y a pas de modération, il n'y a pas de mainmise du RH sur... On facilite vraiment, on connecte directement l'intérieur de l'entreprise avec l'extérieur. Mais du coup, vous avez peut-être un peu de modération, de vérification à faire ? Alors, avec vos entreprises clientes ? Alors, ce qu'on fait concrètement, nous, on vérifie la qualité des profils professionnels mis sur la plateforme, donc on modère les profils pro. Vous les validez ? Alors pour avec nos clients, c'est le RH et nous, enfin on leur donne les best practices de comment on rédige une fiche profil. C'est pas du tout un LinkedIn. Hein. On n'est pas sur mon job est 3 bullet points. On est sur quelque chose de beaucoup plus humain, donc en lien avec notre mission. Et concrètement, du coup, on aide les RH à avoir des profils de qualité. Après, quand on est sur le format gratuit qui est hors entreprise de mentoring, là c'est nous qui modérons My Job Glasses, les profils mentors qui nous rejoignent, pour éviter d'avoir quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Alors ça arrive très très rarement, mais en tout cas on assure la qualité des profils mis sur la plateforme. Alors avec 52 000 professionnels qui participent, quelle est la part d'ailleurs de professionnels qui sont venus par eux-mêmes et ceux qui viennent avec des entreprises ? On est à peu près plus de 90% qui viennent par eux-mêmes. Alors, ils viennent pas totalement par eux-mêmes, on les aide à venir, mais on est sur entre 5 et 10% de modèles payants. Ok. Ma question était la suivante, sur les 52 000 profils professionnels à date que vous avez, est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus représentés que d'autres ? Est-ce qu'il y a des métiers que vous devez aller chercher plus que d'autres ? Alors on n'a pas, ça viendra. On fera des stats sur la représentativité des métiers, etc. On se rend compte et on pourra en rediscuter sur l'équilibre de l'offre et de la demande, que certains métiers sont pas encore assez représentés. Donc par exemple, on sait que sur le médical, donc des médecins, des dentistes, ce type de métier, ou même des infirmiers, infirmières sont pas encore suffisamment représentés. Surtout qu'ils ont que ça à faire en ce moment. Voilà. En l'occurrence, c'est qu'on a un nouveau client qui est Orpea, qui a des besoins majeurs dans le médical et du coup, pour nous, c'est une nouvelle porte d'entrée vers un monde dans
dans lequel on naviguait assez peu avant. Mais effectivement, en fonction de l'augmentation de la plateforme et de l'équilibre de l'offre et de la demande, on se rend compte que certains profils professionnels sont des fois sous-représentés. Aujourd'hui, clairement, les métiers de la banque, du consulting, les métiers de l'industrie au sens large, on est plutôt très très bien représentés. Des métiers plus manuels, de l'artisanat, etc., on a un peu de retard. Donc c'est des choses sur lesquelles on viendra au fur et à mesure. Typiquement, des menuisiers ou des boulangers sont des métiers sur lesquels on a encore assez peu d'offres. Par contre, dans le médical au sens large, tu vois, je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un dans l'équipe cette semaine qui m'a dit j'ai vu qu'on avait quelques dizaines ou plus d'une dizaine d'ostéopathes. Tu vois, je savais pas du tout. Ma petite sœur est ostéopathe. Je lui dis bonjour, elle est au Canada. Mais voilà, des fois on a des surprises. Une avocate au Panama. Donc tu vois des métiers dans divers et variés dans beaucoup de pays du monde. C'est un sujet en fait qui t'a animé assez tôt. Toi, t'es ingé de formation, c'est ça ? Ouais. Très matheux. Alors matheux, physicien. Donc au lycée, j'étais assez à l'aise avec les sciences, mais effectivement, je me suis jamais trop posé de questions et je suis allé là où on m'a dit d'aller. Donc j'avais des bonnes notes au lycée. On m'a dit de faire une prépa. J'étais pas trop mauvais en prépa. Je suis allé dans une école d'ingénieur qui était plutôt bien. Et en fait, j'ai repoussé les choix d'orientation. Faute d'intérêt et par stress aussi de discuter avec des gens, en tout cas les quelques personnes auxquelles j'avais accès sur des forums, je n'osais pas aller les voir. Donc ce que je te disais, c'est que moi je suis passé par 3-4 projets d'orientation. Au début je voulais bosser dans le BTP parce que mon oncle était chef régional d'une boîte de BTP française, donc ça m'inspirait. Après je voulais faire de l'aérospatial parce que ça m'a toujours fait rêver d'être dans les aéroports, de voir les destinations et puis le ciel, etc. Et puis c'est par le hasard d'une année de césure où j'ai fait plutôt des mathématiques appliquées au début dans des galeries d'art, donc ça va te paraître un peu dingue, mais j'avais un chef qui me disait regarde les artistes qui se vendent bien, on va faire des modèles mathématiques sous-jacents et c'était hyper drôle. Dans une galerie ? Il ouvrait, ça existe toujours, donc c'est une chaîne de galeries d'art qui s'appelle Envie d'art, et donc il ouvrait des galeries d'art un peu partout dans le monde et il m'a dit j'aimerais bien trouver des patterns d'artistes qui se vendent bien et qu'on les réplique, tu vois, qu'on aille recruter les artistes qui se vendent bien parce que des choses très colorées, des choses très géométriques, c'est vraiment comment on modélise l'œuvre d'un point de vue mathématique vis-à-vis de la vente. Parce qu'on avait des statistiques sur les ventes, c'était pas des œuvres qui se vendaient des millions, hein, c'était des œuvres qui se vendaient quelques centaines, quelques milliers d'euros. Donc il y avait du volume. Elle m'a dit tu veux pas faire un modèle, voir. Et en fait on avait des résultats. Donc je me dis les mathématiques appliquées c'est intéressant. Hyper intéressant ça. Ouais. Il aurait sa place dans la Martingale, qui est un autre podcast qu'on anime. Mais... D'accord. Et du coup, tu peux y coller de l'invest dessus. Si t'arrives à tirer, tu vois, des modèles de... Ok. Bon, là, honnêtement, c'était hyper frustrant. C'était fait à base d'Excel et des pauvres formules, mais on avait quand même quelques résultats. Et après, j'ai continué à faire des maths app. Je suis allé à Sydney faire un... Maths appliquées pour les néophytes. Oui, pardon. Ça faisait un peu geek de dire ça. Voilà. Et je suis allé bosser dans le concurrent d'EDF en Australie pendant 6 mois. Pareil, faire un peu mathématiques appliquées à l'économie. Et je me suis dit, tiens, en fait, c'est peut-être intéressant de faire ça. Donc, en dernière année, en école d'ingé, j'ai fait des mathématiques appliquées. Et tous mes amis de l'époque, à l'époque de Kerviel, faisaient trader en banque. Moi, je détestais ce métier-là. Ça me donnait pas du tout envie. Et donc, pas pour faire pas comme les autres, j'ai décidé de faire un autre job qui était le job d'actuaire. Donc, c'était un peu la seule haute voie quand on faisait des finances, mais pour pas bosser en banque. Et je me suis retrouvé sur un job d'actuaire pendant 8 ans que j'ai pas vraiment choisi, mais qui était pas inintéressant. Et effectivement, au bout de 8 ans, perte de sens sur mon métier, je savais pas ce que je faisais là. C'était hyper abstrait. C'est quoi un actuaire ? C'est comme si j'avais 5 ans. Un actuaire, c'est une personne qui donne un prix à un contrat d'assurance. Donc, il fait des calculs mathématiques pour le monde des assurances. Donc, il va faire des calculs autour des risques. Et donc, moi, mon métier, quand j'étais dans une boîte d'assurance après être passé par le conseil, c'était de m'assurer que l'entreprise avait assez de fonds propres pour faire face à ces risques. Donc, c'est pas intéressant parce qu'on parle de dizaines de milliards d'euros, etc. Mais c'était hyper abstrait parce que c'était plein de modèles sous-jacents et il suffisait de changer un paramètre du modèle et ça faisait valser les chiffres de plusieurs milliards. Et donc, je me disais, mais quel est le sens à tout ça ? Et donc, j'ai un peu crise du sens. Donc, j'avais 31 ans à l'époque et je me suis dit, pourquoi tu t'es retrouvé là, dans ce job d'actuaire que personne comprend et puis toi, ça t'intéresse moyennement. Et je me suis dit, en fait, quand tu étais étudiant, t'as jamais discuté avec des gens pour comprendre ce qu'ils faisaient. Je me suis même rendu compte que j'avais jamais discuté avec un actuaire.
pendant mes études. J'ai choisi ce job sans avoir jamais discuté avec quelqu'un. Je me suis dit, c'est quand même absurde. Et je me suis rendu compte en posant des questions avec mes amis, que c'était quand même un peu pareil. Et en fait, ce qui m'a manqué cruellement, c'est des interactions avec des professionnels. Et en fait, j'ai tellement ressassé ça que c'est devenu une obsession. Et je me suis dit, en fait, tu peux peut-être plus changer la donne pour toi, mais tu peux peut-être le changer pour la prochaine génération. Et c'était l'idée de My Job Assist qui était née avec une plateforme et des rencontres entre des pros, des étudiants, etc. À ce moment-là, quelles sont les options pour un étudiant ? Il y a les forums, il y a les... Ouais, alors aujourd'hui, les options, il y en a quelques-unes. Alors dans l'écosystème de l'orientation, en 2015, ou avant la création, en 2015, il y a clairement les forums. Donc ça, c'est plutôt adapté aux écoles de commerce d'ingénieurs, un peu en université, mais moyennement. Et le forum, on le sait, pour ceux qui ont gravité, ce sont des entreprises souvent représentées par des RH, assez peu d'opérationnels sur place et des étudiants qui, à la fin de la journée, comme je l'étais en 2005, sont très contents d'avoir rencontré une personne parce que ils ont bravé l'inconnu, ils ont fait ces discussions-là. Donc, les options, ça va être le forum, ça va être des tables rondes des fois organisées dans les établissements, ça va être des fois le réseau des anciens. En fait, on nous donne un annuaire et c'est allez-y contacter des gens, mais personne ne le fait. C'est quand même hallucinant parce qu'à 17 ans, pour comprendre ce que c'est que d'être, ostéopathe, directeur marketing ou chargé d'affaires ou chercheur à l'ESA, c'est juste impossible, c'est tellement loin. Ouais. Donc et sur un forum, j'en ai fait, mais moi j'ai à peu près le même âge que toi. J'en ai fait. En fait, je repartais un peu bredouille et perdu en me disant j'ai rien gagné. C'est pas activable et là tu mentionnais même astronome ou ostéopathe, etc. La logique elle est encore pire quand tu es au lycée. C'est-à-dire qu'au lycée tu n'as pas les forums entreprises où t'as les forums l'étudiant ou autres, mais souvent ce sont des forums où tu vas discuter avec des gens dans des formations, des jeunes dans des formations. Et en fait, ça fait que repousser le problème. Les jeunes dans les formations en école d'ingénieur, en université, ils connaissent pas les métiers. Donc ce sont des gens qui parlent de la vie sur le campus, comment sont les cours, etc. Mais ils te parlent pas de la finalité qui est de trouver un métier qui t'inspire. Donc en fait, nous, c'est ce pont-là qu'on fait, c'est on veut aller directement sur la réalité des métiers avec les professionnels, les mentors, connecté à l'amont le plus essentiel qui est le jeune. Et donc le jeune au lycée, j'ai envie de te dire, moi ma petite sœur, mes parents avaient bien fait le job, elle avait quand même fait rencontrer des ostéopathes. Ils ont fait ça mais à la mano, tu vois, et souvent c'est les réseaux des parents. Donc moi ma mère était pharmacienne, donc oui le médical elle connaissait. Par contre actuaire, autant te dire qu'elle savait même pas ce que c'était, donc compliqué. Mais ça, les parents ont un réseau, mais pour la plupart des jeunes, les parents n'ont pas de réseau. Et nous c'est ce qu'on offre. 52 000 pros, tu contactes, il n'y a pas de problème, t'es pas obligé d'avoir des gens connectés ou autres, ils sont accessibles. Donc les forums, les conseillers d'orientation, le salon de l'étudiant, ça c'est pour comprendre les métiers. Mais il y a un autre sujet moi qui m'intéresse, c'est que il faut un peu de maturité professionnelle pour savoir qu'il faut tisser un réseau. Comment est-ce que vous accompagnez les jeunes sur ce sujet ? Ben ça, c'est un énorme problème qui était un de nos problèmes au lancement, c'est qu'effectivement, le jeune aujourd'hui, nous, on est arrivé sur un marché qui était assez inexploité, donc puisque pas dans les habitudes des jeunes de se connecter avec des professionnels, de tisser un réseau, d'avoir des mentors. Et en fait, les jeunes ne savaient pas faire. J'espère qu'avec nous, ils vont un peu plus savoir le faire, mais se rencontrer et se connecter avec un professionnel, déjà, il faut leur montrer l'intérêt. Il faut surtout leur montrer que le professionnel a quelque chose à y gagner. Souvent, le jeune, il a l'impression de déranger le professionnel quand il le contacte, alors que clairement, le professionnel a beaucoup de choses à tirer de cet échange. C'est hyper valorisant de parler de son métier. Et puis, il faut savoir quoi lui dire, comment lui dire. Donc, c'est là où nous, aujourd'hui, on accompagne les jeunes, on les forme à la démarche réseau avant d'entrer en contact avec cette communauté de mentors. Il y a vraiment un accompagnement pédagogique via la plateforme. Ce qui fait, je pense aussi que ce type de solution a pas forcément existé avant ou autre, c'est que nous, au-delà de la gestion de l'offre et de la demande, il faut, dans la demande, qu'on accompagne notre population dans la manière de prendre contact, parce que pratiquer le réseau, c'est pas du tout dans les habitudes. Ce qui fait aussi que, comme c'est pas enseigné aujourd'hui, on est obligé de compenser cet enseignement en faisant ce type d'enseignement dans certains établissements partenaires, comme je te le disais. Et on y viendra, il y a des modules sur le réseau que vous avez que vous avez lancé dans ces établissements partenaires. Mais revenons en 2015, le système est cassé, il y a un problème, il y a des jeunes, c'est marrant, c'est le jeune. Il y a des jeunes à qui on demande de choisir des orientations professionnelles. Je vais parler un peu plus lentement pour ceux qui écoutent comme toi, 1,75 x 1,75. C'est ce que me disait Frédéric quand on préparait cet entretien.
Il y a des jeunes à qui on demande de faire des choix d'orientation professionnelle. Il y a Parcoursup d'ailleurs qui arrive entre-temps. On leur fait rencontrer des RH ou alors des étudiants ou des responsables pédagogiques dans des écoles qui leur parlent plutôt du parcours lui-même que de la finalité. Toi-même, tu as 31 ans, ça fait 7 ans que tu es actuaire, sans jamais avoir parlé à des actuaires avant de commencer ton métier. Tu as une quête de sens et là tu te dis, je vais régler ce problème. C'est quoi le premier truc que tu fais ? Alors le premier truc que je fais, c'est que moi j'étais pas du tout entrepreneur dans l'âme. Donc certains te diront, ah bah oui mais moi depuis que j'étais sur les bancs d'école, j'ai toujours voulu créer une boîte, etc. Moi c'était pas du tout mon cas. D'ailleurs ça a surpris beaucoup de personnes. J'avais un super poste dans un grand groupe et les gens m'ont dit mais t'es malade, t'étais en tremplin, etc. Donc moi j'étais pas forcément entrepreneur. J'ai appris l'entrepreneuriat sur le tas et en fait la première chose que j'ai faite c'est me cultiver sur l'entrepreneuriat. Donc déjà, lire des bouquins, etc. Mais concrètement, vis-à-vis de My Job Lassis, j'ai assez vite lu les notions de MVP, etc. et que ça servait absolument à rien de créer minimum viable product ou minimum... Voilà, j'ai bien lu qu'il fallait tester la valeur en fait sur le marché, mais à petite échelle, avec mes petites mains et sans forcément déployer de solutions technologiques. Donc la toute première chose que je fais à l'été 2015... c'est de me dire comment je fais un My Job Lassis, parce que cette idée, elle était là, de créer cette plateforme de connexion entre des professionnels, des mentors et des jeunes. Et du coup, My Job Lassis, sous ce format-là, à l'été 2015, c'était un Excel. Donc c'est un Excel où j'appelle mes amis et je leur dis est-ce que tu acceptes de passer 1 ou 2 heures pour échanger avec 1 ou 2 étudiants ? Et à la fin, je te demanderai ce que tu en as pensé, etc. Donc j'ai une vingtaine d'amis, la famille, qui acceptent de faire ça. J'ai une liste d'Excel et puis j'appelle des BDE dans des écoles, des bureaux des études, dans des écoles de commerce et d'ingénieurs, leur disant voilà, je suis en train de lancer un concept qui s'appelle My Job Lassis. Je crois dur comme fer que c'est beaucoup mieux que les forums écoles, etc. Beaucoup plus de valeur à tirer. Est-ce que vous pouvez faire un appel à volontariat ? Je cherche une trentaine de jeunes, comme tu disais, d'étudiants prêts à faire ces rendez-vous gratuitement, etc. Donc j'en trouve assez facilement 30 ou 40. Une quarantaine de rendez-vous sont organisés. Et là, le moment fatidique, c'est l'issue de ces rendez-vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et là, j'ai la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu la plupart des étudiants étaient complètement emballés. Ils m'ont dit, moi, je suis en dernière année d'école de commerce. Ça a complètement changé ma vision du métier pour lequel je croyais être prédestiné, juste parce que j'ai discuté avec 1 heure avec quelqu'un de sincère et qui m'a parlé de son quotidien. Donc ça, déjà, là, ça m'a donné envie d'avancer. L'étape suite à ça, je me suis dit, mais comment on peut en vivre d'un système comme celui-ci ? J'allais te poser la question, toi qui as été actuaire, qui a joué avec des maths et des milliards, comment on en vit ? Ça vient rapidement le modèle ? Le modèle, il vient assez rapidement. Alors, c'est suite à ce test avec des étudiants, je fais un sondage et je leur dis, en gros, j'ai lu les modèles de plateforme, l'offre, la demande, on peut faire payer soit l'offre, soit la demande, soit les deux, etc. Donc, plein de modèles possibles et donc j'ai envie de les tester. Donc, le point 1 déjà, c'était de dire est-ce que finalement la demande peut payer ? Est-ce que les étudiants sont prêts à payer ? J'avais pas encore l'idée d'une boîte à impact, etc. Donc les idées étaient ouvertes, les options étaient ouvertes. Je leur pose la question. La très bonne nouvelle, c'est qu'un pourcentage significatif m'ont dit oui. Donc peut-être, je sais plus, il y avait peut-être 20% des jeunes qui m'ont dit ouais, moi je suis prêt à payer. Et ils étaient même prêts à payer, l'ordre de grandeur, je me souviens, ils étaient prêts à payer entre 10 et 50 euros la rencontre. Donc je me suis dit waouh. Les étudiants ? Ouais, les étudiants étaient prêts à payer. En fait, la valeur qu'ils avaient perçue était tellement élevée qui m'ont dit, en fait, moi, j'ai tellement appris que si je devais le dupliquer, je serais prêt à le faire. Donc, je me suis dit, waouh, génial, c'est hyper fort. Et en même temps, il y en a plein, donc 70-80%, qui m'ont dit, ah non, moi, c'est super, mais si j'avais dû payer, je l'aurais pas fait. Donc là, je me suis dit, ouais, mais c'est dommage. En plus, il était sympa, cet étudiant. Ça aurait été dommage qu'il ait pas vécu ça. Moi, je lui dis, j'ai envie de faire quelque chose qui va toucher tous ces étudiants. Donc, je mets de côté le volet payant pour les étudiants. Je me dis, non, il faut que ce soit gratuit. Donc, qui paye ? Dans ce cas-là, les professionnels. Donc, je demande à mes amis, et toi, tu serais prêt à payer ? Et là, ils m'ont dit, non, c'est hyper bizarre. Moi, je donne de mon temps. Pourquoi je paierais en plus ? Donc là, je lui dis, ouais, attends, t'as raison, c'est hyper bizarre. Et alors, il y a quelque chose d'un peu valorisant quand même. On pourrait imaginer qu'on paye pour qu'on nous pose des questions. T'as raison. Alors ça, on y est venu plus tard. On s'est rendu compte qu'en fait, le mentor, qu'il soit sur le modèle qui nous rémunère aujourd'hui ou le modèle gratuit, le mentor, lui, il a de toute façon quelque chose à y gagner. Échanger avec un jeune, c'est hyper valorisant.
il y a un peu un format de mentoring inversé. Hein. Le jeune joue le rôle de miroir dans la carrière du professionnel et son quotidien. C'est-à-dire, il s'intéresse à lui. Quelqu'un qui s'intéresse à nous, c'est toujours hyper agréable de discuter avec lui. Donc, le mentor, son temps, en fait, il s'y retrouve. Par contre, Vas-y. Non, mais Et du coup, qui paye? En fait, je me suis dit, est-ce que finalement, ce seraient pas les entreprises qui seraient prêtes à payer pour ça, pour mieux se connecter avec les jeunes? J'avais tout de suite pensé à la valeur ajoutée qu'aurait un My Job Assist par rapport au forum étudiant. Et donc là, je suis allé me confronter au terrain. Je suis allé sur des forums écoles en octobre-novembre 2015. T'avais déjà quitté ton job ou pas encore? J'avais initié la démarche. J'avais dit que je quittais. C'était en cours. Okay. Et donc, je vais sur les forums. J'ai un iPad dans la main. J'avais ce à quoi allait ressembler My Job Assist. Alors, on pourra rentrer dans le détail, mais après l'Excel, la V0, c'était une place de marché en marque blanche. Donc, une start-up finlandaise qui s'appelle ShareTribe à l'époque que j'utilisais. J'avais mis mes amis sur cette place de marché. Et je leur disais, voilà, ça ressemble à ça. C'est ça, en fait, My Job Assist. Bon, c'était vraiment les tout débuts. Et je suis allé voir les Air France, AXA, Carrefour. Et donc, et plein de boîtes me disaient, ah ben ouais, mais moi, je suis assis depuis ce matin sur le forum. Je me fais suer. Les étudiants, ils viennent me voir. Ils sont pas préparés. En fait, je perds mon temps, mais je vois bien un modèle de plateforme où mes employés pourraient se connecter en visio, en face à face. Il y avait un peu, maintenant on emploie moins ça comme terme, mais ils commençaient à dire, ouais, si en fait vous ubérisez les forums. Donc on a dit, oui, bah, moi j'aime pas trop ce mot-là, il y a un côté disruptif, tout ça. Mais en tout cas, il y avait un bel accueil. Et quand je leur disais, bah, est-ce que vous seriez prêts à déployer ce type de programme parce que je compte lancer My Job Assist début 2016, plusieurs m'ont dit, ouais, je suis partant. Donc là, je me suis dit, OK, les étudiants sont partants. Les entreprises sont partantes. Je leur ai dit au départ que c'était gratuit. C'était en gros une bêta-test gratuit, mais j'entendais bien que comme elles comparaient au forum, à terme, elles seraient prêtes à payer. Surtout que les forums pour les entreprises, enfin c'est comme ça qu'ils font leur beurre, hein, d'ailleurs les forums, c'est en faisant payer les entreprises. Exactement. Et que les entreprises payent déjà des sommes folles pour leur plateforme de marque employeur sur des plateformes comme Welcome to the Jungle ou autres. Ouais. Et donc je savais parce que déjà un budget dépense quoi. J'avais des amis dans des grosses boîtes qui me disaient ben voilà, les boîtes du CAC 40 dépensent plusieurs centaines de milliers d'euros par an sur les forums et compagnie, donc je savais qu'il y avait des budgets. Et même si au départ ça allait être payant, le fait qu'elles me disent sur les forums, ah non mais en fait je vois bien la valeur, j'ai envie en fait ça m'intéresse, c'est innovant, j'ai envie de vous rejoindre. Je me suis dit, allez, tu vas louper un truc dans ta vie si tu le fais pas. Et du coup, les étudiants, les entreprises, les pros sont plutôt partants. Allons-y plein pot. Et donc, c'était le lancement de My Job Assist. Et puis, après, ça a glissé vers la rencontre avec mon associé Émilie fin 2015. Comment vous êtes rencontrés ? Alors, le hasard d'un déjeuner réseau. Donc, Émilie, c'était pas une amie ou quelqu'un de ma famille, mais une connaissance commune qui nous a dit, ah, vous avez des choses à faire. Elle m'a dit, ouais, Émilie sort d'une formation exécutive à HEC, elle cherche des projets d'entrepreneuriat, elle n'a pas forcément d'idées, et puis toi, tu cherches un ou une associée, tu galères, vous avez des choses à vous dire. Et puis après un déj, on était hyper alignés, je lui partageais ma vision, et on était complètement raccord, hyper complémentaires, et donc on a commencé à tester, à bosser ensemble, et puis après, on s'est associés officiellement. Vous avez mis combien de temps ? Vous vous êtes laissé combien de temps de test ? C'était combien de temps la période d'essai, on va dire ? Je pense que c'était assez rapide, ça a duré peut-être 2 mois, mais disons que c'était une période de test où on a essayé de faire les choses bien. Donc moi je te dis, l'entrepreneuriat, je l'ai appris en discutant avec des gens et par la littérature, et je voyais que la bonne pratique de départ, c'était aussi de tout se dire, d'avoir une vision très à 360, tu sais, de dire qu'est-ce qu'on disait de moi avant, etc. Donc je pense qu'on n'a pas eu de biais, on a été assez franc très rapidement sur qui on était et quelles étaient nos forces, nos faiblesses. Puis on a bien vu en tout cas, moi j'ai vraiment perçu que Émilie pouvait apporter à la boîte des choses que je n'avais pas, et puis réciproquement. Donc, je te pose la question avec un sourire parce que la mésentente entre associés doit être la première, si ce n'est pas la première, la seconde cause de mortalité des startups en France. Nous, on a eu c'est marrant, moi j'ai une expérience similaire avec Mathieu, l'un de mes 3 associés, où c'est une copine qui nous a mis en relation, mais on a mis 6 ans on s'est fréquentés, on s'est croisés sur différents sujets, business ou non, et puis un jour on s'est dit, allez, on part ensemble, quoi. 2 mois, c'est rapide. C'est un mariage, c'est pire qu'un mariage, parce que ça parle d'argent, ça parle il y a de la pression, il y a... c'est vrai qu'on parle de mariage professionnel, hein, mais après 5 ans et demi plus tard, j'ai envie de te dire, on continue à échanger sur des tas de choses et à continuer à s'aligner, et donc, mais effectivement, moi au départ, en novembre
2015, au début, je cherchais un associé, un ou une associée tech, un ou une CTO, parce que j'ai beau être ingénieur, je sais pas coder des plateformes, je suis pas développeur web, donc j'allais sur tous les meet-up à Paris, Meet Your CTO, etc. Impossible à trouver, c'était une énorme galère au départ. Et après, je me suis dit, je connais pas non plus grand-chose au RH, pourquoi pas. Mais effectivement, ça a été hyper rapide. Mais elle a pas un passé dans les RH? Non, Émilie, elle a travaillé 10 ans chez Disney. Elle a fait son exécutive à HEC. Puis après, elle a travaillé en parallèle pendant 1 an dans un système associatif. Joséphine pour la beauté des femmes. Et en fait, mais elle avait une volonté d'entrepreneuriat. Je dirais que là, la complémentarité, c'est que, alors moi, au-delà de la passion pour My Job Assist, pour l'avoir vécu dans mes tripes à titre personnel, moi, mon job d'avant, c'était très les data, les process, l'industrialisation, les modèles. Donc, si tu veux, je pense qu'en termes de gestion de mon quotidien et de mon temps, j'ai des amis qui m'appellent la machine. Donc voilà. Et Émilie a des tas d'autres qualités, mais c'est une commerciale exceptionnelle. Et donc, d'un point de vue marketing, communication, j'adore ça aussi. Et j'ai vendu beaucoup de contrats pour My Job Assist, mais elle est beaucoup plus forte que moi là-dessus. Ok, j'aurais imaginé que tu aurais pu aller chercher quelqu'un justement dans les RH. C'est ce que j'ai fait au départ aussi. Et c'est cette personne-là, d'ailleurs, cette connaissance commune, qui nous a mis en relation. Ok. Donc on est début 2016, vous lancez, parle-moi un peu du marché, parce que je vois l'intérêt pour les entreprises qui vont se créer, on y reviendra, mais un CRM de candidats potentiels, en tout cas une présence de talent. Pour les étudiants aussi, c'est intéressant, parce que les offres, elles tombent pas du ciel. Non, tout à fait. Donc pour l'étudiant aujourd'hui, encore aujourd'hui... Il y a une stat qui est intéressante, pardon, c'est là que je veux t'emmener, mais il y a une stat qui est intéressante sur l'endroit d'où proviennent les offres. Ouais, en fait, il y a une stat qui se retrouve à plusieurs reprises dans l'écosystème RH, qui a été sorti par LinkedIn et qui a été reprise à plein de fois. C'est que le marché caché de l'emploi aujourd'hui représenterait 80% des offres de jobs dans le monde. Donc 80%, c'est énorme. Ça veut dire que 4 offres sur 5 pour quelqu'un comme toi ou moi, on la voit pas. Ça se passe par du réseau, on discute, on nous met en relation avec un ami ou une connaissance qui pourvoit le job avant même qu'il soit live sur un site, un job board quelconque. Donc ça, c'est énorme, mais malheureusement, c'est un système qui exclut les jeunes aujourd'hui, encore, parce que les jeunes, comme ils n'exploitent pas le réseau, ils se reposent encore énormément sur les petites annonces, sur les petites offres, les job boards. Et donc, en fait, nous, on arrive sur un marché où le jeune, pour connaître les métiers, grosso modo, il y a le forum et puis c'est moyen. Et pour postuler, il postule sur des plateformes ou sur LinkedIn, etc. Et donc, nous, on s'est rendu compte, parce qu'on le savait via les statistiques, mais qu'en connectant les jeunes avec les professionnels, il y avait des belles histoires qui se transformaient. Et donc, on a des jeunes qui font des rencontres et qui se voient proposer des tas de stages d'alternance, alors même que certains, par moment, se voient refuser, ne se font pas accepter dans des entretiens de recrutement, dans des boîtes. Parce que le CV colle pas Parce que le CV, donc voilà, il passe entre les mains soit d'un RH qui n'a que 5 secondes pour screener le CV. On a tout et c'est pas pour dégrader, c'est qu'on a juste pas le temps. Quand sur une offre, on a 300 postulants, faute de mieux, on fait ça. Et maintenant, il y a même des entreprises qui mettent en place des algorithmes de screening des CV. Et là, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que nous, on a des tonnes d'étudiants qui ont peut-être fait une spécialité marketing, mais qui, à la fin de leurs études, se disent non, moi, j'ai les compétences pour faire de la finance et j'ai envie d'aller en finance. Les algorithmes, ils mettent KO sur ce genre de profil. Alors que quand on échange pendant 30 minutes avec un mentor, on voit le fit passe et que, en fait, l'étudiante, d'une manière ou d'une autre, en fait, elle a une vraie appétence pour la finance et que c'est transposable, en fait, le professionnel, à la fin, il a qu'une envie, c'est de lui proposer quelque chose, une offre de stage ou d'alternance dans son équipe. 80% des offres proviennent du réseau. Et donc, on passe à côté de 4 offres sur 5 quand on n'a pas un bon, exactement. Un bon réseau. Je reviens en 2016 et j'aimerais maintenant rentrer sur cette idée de coaching et de mentoring qui est quand même hyper importante, mais qui est peut-être un peu étrangère pour des étudiants de 17 ou 24 ans, ou alors qui ont autre chose à faire, la fête au BDE. Comment est-ce que vous évangélisez cette population à... Oui, donc plusieurs étapes hyper difficiles, l'œuf et la poule, donc comme toujours. Donc comment on s'y prend? Déjà, la première version du site sort en mars 2016 et elle sort sur une marketplace en marque blanche. 6 mois après l'Excel environ, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, et en fait, classiquement, sur le lancement des plateformes, pour gérer la logique de l'offre et de la demande ou de l'œuf et la poule,
on annonce à des professionnels via des clients potentiels, donc des grandes entreprises, qu'on va sortir la plateforme en mars. Et en fait, du coup, on fait le plein de professionnels. Et en face, on s'assure que pour le 1er mars, on a assez d'étudiants. Et au départ, les étudiants, en fait, au lancement, on a à peu près 200 pros et 200 étudiants, c'est tout petit. Donc les professionnels et les étudiants, on les a plutôt eus via moi, via l'école en fait à Centrale. J'ai demandé un coup de pouce, donc j'ai remercié aussi encore à l'époque. Je leur dis voilà, My Job Glasses, c'est un projet centralien, mais aussi on peut permettre de mieux faire se rencontrer les jeunes en études de Centrale et les anciens. Du coup, je lance un appel, l'association des anciens accepte de lancer un appel au volontariat avec un mailing à toute la base des anciens. Donc là, on fait 200 inscriptions. Et côté jeunes, la direction des études est d'accord pour communiquer sur le lancement de la plateforme. À peu près 200 inscriptions aussi. Et ça y est, les prises de contact commencent du coup en mars. Donc au départ, c'est l'assaut des centraliens. Et ensuite, juste après, au mois de mars aussi, quasi au lancement, on a aussi les premiers clients qui arrivent en mode bêta gratuite. On a entre 5 et 10 clients qui ont lancé des appels à volontariat dans leurs effectifs pour avoir des premiers mentors étiquetés de l'entreprise. Ils ont des facilités à en trouver. Donc, que je comprenne bien, Air France, l'un de tes premiers clients de mémoire, tu signes Air France en bêta gratuite, mais tu signes quand même. Eux, ensuite, doivent aller chercher dans leurs effectifs des experts, des mentors. Oui. Donc et qui ne sont pas RH. Non, des mentors, des opérationnels, qui soient managers, directeurs ou juniors en fait. Ça peut même d'ailleurs des alternants stagiaires, sont ambassadeurs, sont mentors pour l'entreprise. Et donc effectivement, tu as raison, nous on a une étape aujourd'hui qui est l'appel au volontariat. Donc c'est que volontaire et d'ailleurs appel au volontariat qui est une conclusion à laquelle on a abouti après peut-être 2-3 ans de travail sur le sujet, parce qu'au départ, on apprend sur le terrain et on a certains clients bêta de l'époque, comme AXA, je crois me souvenir, qui fait un appel à volontariat. Et là, nous, on était impressionnés. Il y avait tout de suite une centaine de personnes motivées qui s'inscrivent. Et puis, on a d'autres clients, je ne me souviens plus de qui exactement, mais qui est plutôt sur un format à vouloir aller chercher ses mentors eux-mêmes. Par peur, en fait, pouvoir maîtriser qui allait. L'image, bien sûr. Voilà, pour des raisons d'image, etc. Donc, sont allés au charbon et aller passer des coups de fil, donc faire du pitch comme ça, relais en interne. Bon, ce deuxième volet, pour le coup, on l'a complètement coupé parce que ça ne fonctionne pas. À la fin, à la fois le professionnel en interne, c'est jamais le plus motivé quand c'est la personne qui fait tout, qui va sur le forum, qui va donner un cours en école et puis en plus qui se fait du My Job Glasses. Non, ce qui marche vraiment, c'est l'appel à volontariat à l'échelle du groupe. Tu peux passer 1 heure dans ton année, tu peux passer 200 heures dans l'année, mais en fait, tu peux te connecter facilement avec des jeunes. Donc en fait, c'est comme ça qu'on se lance. Il y a de l'appel à volontariat pour recruter des mentors en interne dans les entreprises. Alors, en restant sur cette population, les 200 premiers, tu les as avec Centrale Supélec, avec Centrale, pardon, des anciens centraliens. Tu as les suivants aussi avec tes futurs clients, enfin, anti-clients, voilà. Comment tu passes de ces 200, 300 à 52 000 ? Alors ça a mis du temps et donc il y a eu plusieurs périodes. Donc nous, la première période qui est l'année 2016, on s'est reposé sur des associations. En fait, on a eu 2 modèles d'alimentation de la base de professionnels, les associations d'anciens d'école et des clients en mode bêta. Donc un peu les 2 modèles d'offres qu'on a à proposer, le modèle mentor qui vient sur son temps libre et le modèle payant entreprise. Donc on a finalement eu des canaux d'acquisition assez naturels, donc un canal plutôt commercial avec des clients grands groupes au téléphone, etc. Donc ça, on était tous les deux avec mon associé Émilie à faire rentrer ces quelques entreprises dans le modèle gratuit. Et en parallèle, quelques associations d'anciens où là, pareil, je crois qu'on a eu aussi à l'ENSAM une communication en interne pour avoir des professionnels anciens alumni de l'ENSAM pour rejoindre My Job Glasses. L'école nationale supérieure des arts et métiers. Les arts et métiers, ouais. Okay. Énorme, plus gros réseau d'anciens ingénieurs en France, c'est mastodonte. Et donc, on était hyper contents d'avoir ces venues-là. Si je me projette du coup fin 2016, nous, c'était la cible qu'on s'était fixée, c'était d'avoir une base de professionnels d'environ à peu près 1000 professionnels. On voulait avoir un équilibre à peu près 1000 professionnels, 10 000 étudiants. On pourra revenir dessus derrière, mais les premiers étudiants n'étaient pas les bons. Le modèle d'acquisition était un peu foireux. Mais en tout cas, on avait 10 000, on était contents.
Et côté professionnel, 1000, un peu au charbon avec quelques assauts d'alumni. Fin 2016, donc 7 mois, 8 mois après s'être lancé. Voilà, exactement. Et donc, 2017, je vais être franc, en fait, le modèle a stagné. C'est-à-dire que les associations alumni, on n'avait plus trop le temps d'aller les voir. Et donc, avec mon associé Émilie, on était très pris à signer des contrats. Donc, en fait, nos contrats avec les clients, le modèle payant, le premier client qui est JC Deco nous envoie un chèque fin 2016. Donc, on fait la fête, etc. Première monétisation. Une belle étape pour la vie de l'entreprise. Et on se dit, il faut dupliquer ce modèle-là. Il faut le dupliquer parce qu'aussi, on n'est pas rentable et il faut faire rentrer de l'argent. Je fais une petite parenthèse, mais c'est un sujet qui est très intéressant et qui concerne, je pense, beaucoup d'entre vous, chers auditeurs. Tu as signé des clients en bêta gratuite. Il y a un moment où il faut leur dire, maintenant les gars, il faut payer. Comment tu as géré ce passage ? JC Deco était en bêta gratuite ? Oui. Okay. Et en fait, la clé était dans ce que je te disais. On pressentait dans les interactions avec nos clients à venir que la valeur, comme toute plateforme, la valeur, c'est une valeur réseau. Donc, c'est une sorte de taille critique. Au-delà d'une taille critique en termes de volume d'étudiants, on savait que ça allait commencer à avoir du sens pour nos entreprises partenaires de payer. Parce que s'il y avait seulement 100 étudiants sur My Job Assis, jamais une entreprise aurait déboursé quelques milliers d'euros pour nous rejoindre. Et donc, en fait, le seuil qu'on a pressenti, c'était 10 000 étudiants. Donc, en fait, ce qui nous a fait passer en mode payant, c'était d'atteindre cette cible de 10 000 étudiants. Donc, l'enjeu est double. Tu les as prévenus dès le départ que la bêta gratuite était arrêtée dans le temps ? Oui, on leur avait dit fin 2016. Là, en fait, on fait un ramp-up. Fin 2016, on a une grosse acquisition. On aura 10 000 étudiants. Là, clairement, ça a du sens. Vous aurez des étudiants de tout horizon. Logique vis-à-vis des forums, etc. C'est un nouveau modèle marque employeur. Là, on passe en mode payant. Deuxième challenge, c'est que pendant cette bêta gratuite, ce soit suffisamment concluant pour justifier un paiement par la suite. Et troisième challenge, c'est d'atteindre ce seuil critique. Oui, exactement. Ok, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce qu'on l'a souvent dans le SaaS. En fait, on l'a dans plein de domaines. À partir du moment où on offre quelque chose de gratuit, il faut bien délimiter ce qui est gratuit, sinon on se retrouve avec des... c'est quoi le terme bref, les anciens utilisateurs gratuits à vie. Le terme m'échappe, mais ok. Mais donc ça, effectivement... donc premier chèque fin 2016. Premier chèque fin 2016. Et 2017, on se focalise sur faire rentrer des clients payants. Et en fait, pourquoi on s'est focalisé là-dessus ? On n'était pas beaucoup dans l'équipe, on était 5-6. Et en fait, on se dit qu'il faut vraiment accélérer les ventes parce qu'on veut faire une entreprise ambitieuse qui est pas que de dimension française, mais aussi internationale. Et du coup, on n'a pas un modèle rentable au départ. Et donc, en fait, on a besoin de fonds qui rentrent au capital de My Job Assis pour financer le modèle. Au moins au départ. Et donc, notre objectif, c'était d'initier une levée de fonds en 2017. Et pour faire cette levée de fonds, il a fallu faire rentrer des contrats. Donc, le focus qu'on a eu pour le premier semestre 2017, c'était d'aller faire entrer des nouveaux contrats et d'avoir du chiffre d'affaires. Et on a un peu délaissé l'acquisition des mentors en mode gratuit. Et donc, ça nous a amené, grosso modo, à l'été 2017. Date à laquelle il y a eu un peu, on s'est posé beaucoup de questions, mais des questions surtout liées à la qualité des interactions et au modèle de demande, parce que j'en ai parlé un peu avant, mais ça a été assez clé dans le renouvellement des contrats, etc. Les étudiants étant globalement pas très bons dans leur prise de contact, on avait des étudiants incroyables, mais on avait aussi des étudiants qui envoyaient des messages du style bonjour, est-ce que vous avez un stage à me proposer ? Et les entreprises disaient mais moi je suis pas venu pour ça, je suis venu pour parler des métiers, je suis pas venu pour je vis déjà ça sur LinkedIn, j'ai pas envie de le vivre sur My Job Assis. On se dit mince, en fait là il y a un problème d'adéquation par rapport aux attentes des entreprises. Il faut qu'on permette aux étudiants d'être beaucoup plus quali dans leur prise de contact. Il faut qu'on change quelque chose. Et donc c'est le moment où on s'est dit les étudiants ont besoin d'être accompagnés et formés à la démarche réseau avant d'utiliser la plateforme. Et on a commencé à les former dans les établissements du supérieur, à lancer des modules de formation à la démarche réseau. C'était justement l'autre partie de la question sur l'offre et la demande. Avant ça, tu as dit un truc qui était intéressant. Chers auditeurs, vous connaissez certainement Génération Do It Yourself, tout mon associé Mathieu Stéphanie. Il y a un épisode qui est passionnant avec Pierre Valade, un vieux copain d'ailleurs, qui a fondé Sunrise. Lui,
Sunrise a été gratuit pendant très longtemps. Je sais pas si un jour il a eu une idée de modèle, mais en tout cas, il s'est revendu 100 millions à Microsoft. Et sur sa levée de fonds, il disait qu'à partir du moment où il aurait mis un business model en place, et donc fait rentrer des sous, en gros, du revenu, sa levée aurait été un simple multiple, tu vois. Il y en a 50 qui existent, mais de son CA ou de son EBITDA, peu importe. Rester gratuit lui permettait de mettre une valorisation à sa boîte lors de sa levée de fonds qui était complètement basée sur un potentiel réalisable. Donc c'est intéressant ce que tu dis, et on est en France, et forcément en France, en Europe, disons, on a une approche peut-être plus pragmatique et opérationnelle, mais tu as dit il fallait des revenus il fallait accélérer sur les revenus, sur le BizDev pour aller lever des fonds. Voilà. Je vous recommande cet épisode, il est vraiment intéressant de Génération Do It Yourself. Soit dit en passant, j'étais un énorme fan de Sunrise, j'étais très déçu que Microsoft kill l'application. Moi aussi, Sunrise c'était la vie. Sunrise, exactement. Chers auditeurs, pour vous qui ne l'auriez pas connu, c'était alors j'espère qu'il n'écoutera pas cet épisode, mais c'était une surcouche de Google Agenda ou Outlook Agenda, je sais pas comment ça s'appelle, mais qui rendait l'UX beaucoup plus agréable, beaucoup plus pratique pour créer des rendez-vous, pour les suivre, pour voir ses rendez-vous à venir. Enfin, c'était juste magique. C'est l'équivalent de Trendline pour les SNCF, mais là c'était la même chose pour Google Agenda. Vous vous rendez compte que les étudiants sont pas tous dans l'état d'esprit, ou en tout cas dans l'approche qui serait bénéfique à la croissance de My Job Glasses. Et du coup, vous vous dites, ce serait sympa de créer des modules, des formations, de les évangéliser sur l'importance du réseau, du mentoring, du coaching. Comment vous faites ? Nous, ouais, effectivement, là, on est à un stade où on a un vrai sujet sur l'activation. Donc, on est dans un modèle où les étudiants peuvent à la limite des fois s'inscrire, mais en fait ne vont pas sur leur premier rendez-vous, ou s'ils y vont en se cassant les dents, donc sur le message qu'ils envoient. Donc là, on est à l'été 2017 et on se dit, il faut absolument qu'on explique aux étudiants comment contacter des professionnels. Donc moi, je n'étais pas d'ailleurs un pro du réseau. Mon associé Émilie est beaucoup plus fait de réseau que moi, mais j'ai lu plein de bouquins sur le sujet, etc. Et je me dis, il y a quand même en fait, il y a des schémas, il y a plein de bouquins qui existent sur comment tu prépares un rendez-vous, comment tu suis un rendez-vous, etc. Je me dis, il y a vraiment moyen qu'on transcrive ça dans un modèle un peu plus étudiant, un peu plus jeune, etc. et diffusé dans les écoles. Donc on pose des questions aux universités, aux écoles d'ingé, de commerce, au BTS. Personne nous dit, ouais, on forme nos étudiants à la démarche réseau. Donc on se dit, il y a quand même un gros enjeu. Et là, on commence à se positionner un peu de nous-mêmes, comme ça, autoréalisateurs, prophéties autoréalisatrices, comme les spécialistes de la démarche réseau pour les jeunes. Enfin, ça reste notre modèle de base, mais on leur dit, on est les spécialistes de la démarche réseau, mais également de la formation à la démarche réseau. Et on vous propose de venir former vos étudiants gratuitement dans votre établissement. Donc là, on est à l'été 2017 et on se rend compte que hyper rapidement, on a beaucoup de demandes et ceux qu'on appelle, les établissements qu'on appelle, nous glissent assez facilement un module. Alors soit c'est après les cours, soit c'est pour certains, dans certains cours qui nous font intervenir. Et on va pitcher 1 heure, 2 heures la démarche réseau. Et donc là, c'est sympa parce qu'on a 50, 100 étudiants face à nous. Et donc j'étais énormément au départ. On a aussi d'ailleurs des stagiaires qui le faisaient. Puis après, on s'est rendu compte que c'était quand même un peu mieux. C'était les fondateurs parce qu'on était plus proches. C'était une erreur qu'on a faite. Mais après, moi, j'y étais énormément. Mon associé Émilie aussi. Donc sur le terrain, former les étudiants à la démarche réseau. Et suite à ces formations-là, on leur disait maintenant, les amis, allez-y, quoi. Connectez-vous, foncez. Et ils nous disaient, ouais, c'est génial, je vais le faire. Sauf que les chiffres, mais ils étaient à plat. Ça ne décollait absolument pas. Et on s'est dit, mais pourquoi vous le faites pas ? Il nous disait, ouais, mais attends, moi je dois préparer la fête du BDE la semaine prochaine, je dois aller chercher des fonds là-dessus. Et puis non, mais t'inquiète, je le ferai l'année prochaine quand ce sera l'heure de chercher un stage. Quand ce sera l'heure de chercher un stage. Ouais. Et on dit, mince, ils n'ont pas encore compris qu'en fait, ça, c'est un processus moyen, long terme, le mentoring, le réseau. Tu me disais toi-même que t'avais aussi du mentoring, du coaching. C'est des choses, ça s'évalue pas à l'échelle de 1 semaine, 2 semaines. Et là, on mesure l'ampleur, en fait, de notre problème, de notre challenge, qui est qu'à une ère où les étudiants sont très dans l'instantané, les réseaux sociaux, ils posent une question, ils ont direct une réponse. Là, on veut leur suggérer une valeur qui est fondamentale, qui est le mentoring, l'accompagnement, mais qui par définition est beaucoup plus lente. Et en fait, du coup, on se rend compte que c'est pas dans leurs usages. Et là, on se dit, mince, on a un sacré problème, on est foutu, quoi. Et là, fin 2017, c'est hyper dur. Mais à un moment, on se dit, on va pas y arriver, en fait. On va pas réussir à les faire utiliser My Job Glasses.
Et donc là, on arrive sur la transition où c'est un peu le coup de poker. Et moi, je me dis, mais en fait, pourquoi c'est pas un cours ? Pourquoi c'est pas obligatoire de faire des rendez-vous ? Et donc je tairai un peu le nom de l'école. Là, je te donne vraiment le tips, le hack ultime dont je suis hyper fier. Mais je suis dans une école et donc je pitch My Job Assist. Je fais la formation des marches réseau. À des étudiants. Ouais. Donc je suis dans un groupe de TD de 30-40 personnes. J'avais commencé à suggérer à mon contact dans l'école, je lui avais dit, ouais, mais en fait, nous, ça devient le standard. C'est le cursus pédagogique. C'est le cours, mais derrière, des rendez-vous. Parce que vous, votre but, c'est que l'ensemble de vos étudiants jouent le jeu, n'est-ce pas ? Ah bah oui, bien sûr. Bah, sachez que si vous ne le mettez pas dans le cursus, ouais. Ça ne marchera jamais. Donc là, ils m'ont dit, ah, c'est intéressant, on va voir si on peut le faire, mettre des ECTS. Et en fait, moi, ça me saoulait d'attendre que ça prenne du temps, les ECTS et tout. Donc pendant le cours, je me souviens, je dis aux étudiants d'une manière un peu floue, écoutez, en fait, c'est en train d'être validé avec votre direction. Je suis peut-être un peu plus flou que ça encore. Et je leur dis, pour dans un mois, il faudra que vous rencontriez 3 professionnels. Donc là, ce que je vous suggère, c'est que maintenant, all-in, on va s'y mettre pendant 1 heure, vous contactez des professionnels tout de suite, avec moi. Gros stress des étudiants, mais en même temps, tu vois, ils disaient, ah ouais, alors certains disaient, ah, c'est pénible et tout. Et puis d'autres disaient, ah ouais, ok, je vois bien la valeur. Donc ça, on le fait une fois et après je fais le même all-in mais mieux maîtrisé sur une école plus grosse et là les chiffres s'envolent complètement. Alors forcément, on était dans un modèle où 2017 un peu en optionnel comme ça, des fois, enfin je me souviens, c'était le No Man's Land en mai-juin 2017, on avait 6 prises de contact par semaine. Et on commençait à faire des ARRR, des funnels de machin, mais je disais pour 6, ça vaut rien, enfin, okay, on va rien faire avec ça. Et là, tout d'un coup, on a des milliers de contacts par semaine. Donc là, je dis, on est sur un truc. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et en plus, assez vite, en posant les questions aux étudiants et aux écoles, ils nous disent, c'est hyper quali, finalement, les étudiants sont contents. Et donc là, c'était parti pour un nouveau modèle de partenariat dans les cursus pédagogiques des établissements. Pour faire rentrer ce module réseau dans le cursus pédagogique, c'est ça ? Exactement. Pourquoi ça allait plus vite tout d'un coup ? Parce qu'ils ont parlé de leur expérience. Parce que qu'est-ce qu'il y a ? Toi, tu as forcé les premiers rendez-vous, mais tu n'en as pas forcé 10 000. Donc tu en as forcé, je sais pas, quelques centaines, admettons. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait une accélération à ce moment-là ? En fait, c'est une sorte de modèle partenarial avec les établissements. Donc concrètement, faut imaginer que quand après, en janvier 2018, je pitch, je fais la formation démarche réseau devant une promo, les écoles de commerce, des fois c'est 400 étudiants. Dans un amphi 400 étudiants, quand en live à la fin de la presse, tu leur dis maintenant on fait des contacts, tu as 400 étudiants qui contactent chacun 2-3 professionnels, ça te fait plus de 1000 contacts immédiats sur la plateforme. À tel point que notre CTO, etc., nous disait ça craque dans tous les bords, j'avais des bugs et tout. Les étudiants disaient mais ça bug, je peux plus y aller. J'étais en live au téléphone, je disais résous ça tout de suite, s'il te plaît, etc. Mais en fait, on était hyper contents. On disait ils s'y mettent. Et en fait, c'était un peu un engrenage. C'est qu'une fois on s'est rendu compte que l'effet waouh, c'est le premier rendez-vous. Une fois qu'ils ont fait un premier rendez-vous, ils ont pris goût à la démarche réseau. Les étudiants, ils nous disaient, alors on a été hallucinés, mais avec mon associé, il nous disait mais le premier rendez-vous, mais en fait, les pros sont gentils et bienveillants. Alors on disait, mais c'est quand même la base, en fait, quand on fait du réseau, c'est donnant-donnant, c'est vertueux. Et en fait, ils avaient peur de ça. Donc, notre barrière, c'est le vrai premier rendez-vous. Et une fois qu'ils en ont fait un, ils trouvent ça facile et ils trouvent ça génial. Et donc, en fait, on a dû forcer un peu, tu vois, au forceps ce premier rendez-vous pour derrière lancer la machine. Et aujourd'hui, on est sur un modèle totalement vertueux où dans le cursus pédagogique, tu vois, My Job Assist, maintenant, c'est hyper connu dans les écoles, les BTS et maintenant bientôt les lycées aussi. C'est intéressant. Donc, tu as poussé vraiment cette démarche d'aller chercher de l'aide. Tu l'as accompagné, comme tu l'as dit, au forceps, mais pour lancer la machine. Et c'est un peu ça votre unfair advantage sur les. Donc, 2018, c'est le truc que vous avez. Le code que vous avez craqué pour lancer la machine auprès des étudiants. Exactement. Sur les pros, est-ce que tu peux pas simplement aller sur LinkedIn et démarcher un par un, en masse C'est exactement ce qu'on a fait. Okay. Donc sur les pros, on se rend compte, en gros, on est un peu mou en 2017, comme je te disais, on signe des contrats, on commence à avoir quelques problèmes de trésorerie et on se dit, notre gros problème avant d'avoir en off demande, c'est la demande n'arrive pas. Donc il n'y a pas d'étudiants, donc on a trouvé ce modèle.
Mais le modèle arrivant, début 2018, on a un vrai problème d'offre en fait. Parce que sur My Job Assist début 2018, en janvier, on n'a que 1000 professionnels. Sauf qu'en face, quand tu as des étudiants d'école de commerce, 400 étudiants qui contactent tous les mêmes pros en même temps, ils sont dégoûtés parce que ils sont pas. Donc au début, on n'avait d'ailleurs pas ces systèmes d'offres et de demandes, mais tu avais des professionnels qui, en 1 heure, se faisaient contacter par 60 étudiants différents. Donc là, le pro se disait, mais je suis noyé, je vais jamais pouvoir tout faire. Donc après, on a créé des systèmes pour permettre de lisser, mais gros problème d'offres. De faire de la balance de charge sur les... Ouais, donc là, on est hyper stressé, et donc je me dis, il faut une mission commando, c'est pas possible. Et donc là, l'équipe est déjà sur le pont, sur les écoles, on a des stagiaires qui démarchent des partenaires écoles et tout, et je me dis, j'ai un peu la conviction, le truc basique, mais comme tu viens de dire, je suis sûr que sur LinkedIn, il y a moyen que ça réponde. Donc là, je m'y mets moi. Donc, je me branche sur LinkedIn et j'envoie des messages comme un bourrin. Tous les outils d'industrialisation de messages, je leur dis, voilà, il y a des étudiants qui ont besoin de vous, tatati tatata. Et en fait, en l'espace de une semaine et demie, j'arrive à faire venir, je crois, entre 100 et 120 pros qui s'inscrivent sur My Job Assist. Juste moi, perso, sur mon temps, dans le métro, l'après-midi, mais je faisais ça en plus, tu vois. D'accord. T'as une idée du taux de transfo ? Oui, je l'ai connu. Le taux de transfo, je crois qu'on était on était pas mal. On était entre 5 et 10% quand même. Donc, t'as contacté presque entre 1000 et 2000 personnes, 1000 et 1500 personnes pour avoir tes 100, 110 pros qui sont... Mais donc là, tu vois, la grosse limite, c'est qu'en fait, aujourd'hui, LinkedIn, tu peux plus faire ça. Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn, tu peux envoyer que 100 invitations par semaine. Donc maintenant, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a... Même en pro, même en payant, même en... En fait, si tu payes, après, tu payes un peu à la... C'était vite limité. En fait, maintenant, ils ont... En gros, 2018-2019, on n'était pas les seuls à faire ça. Mais ça a été un Eldorado. Donc là, maintenant, c'est un peu fini. Il faut trouver des relais de croissance. Mais en fait, j'ai même monté, du coup, une équipe complète. Alors, on ne pouvait pas l'internaliser. Mais au début, j'étais en solo. Puis j'avais 2 freelances, puis j'ai eu une équipe de 10 freelances qui en fait étaient ambassadeurs My Job Assist. Et en fait, faisait entre guillemets du prosélytisme positif sur LinkedIn en disant voilà, relation de mentoring, quelque chose de super quali. Et là, on a fait entre la moitié et les 2/3 de notre acquisition là de la base actuelle, c'est cette stratégie-là. À tel point que en 2019, on a commencé à mieux calculer notre équilibre d'offres et de demandes et on s'est dit, mais en fait, on a beaucoup trop de pros par rapport versus les étudiants. Et en fait, on commençait à faire des stats, on se dit, mais il y a des pros qui sont pas contactés. Du coup, faut calmos. Et donc, du coup, on a arrêté complètement pour faire de l'organique. Et là, j'avoue, aujourd'hui, sauf exception, 2020, on a un peu surfé, donc Covid et tout. Il y a eu un élan de générosité sur le marché. Du coup, nous, il y a eu un programme, un jeune, un mentor, où on a eu plein d'acquisitions par le biais Covid et assimilé. Mais on fait rien en payant sur notre marketing d'acquisition des mentors. On va reprendre un peu, je pense, en 2021, parce que là, la croissance... Il n'y a pas un renouvellement quand même à faire ? Ça fait 5 ans, 6 ans. Enfin, les plus vieux sont... Quel âge ont les plus vieux ? Les plus vieux, sur la plateforme, ils sont là depuis 2016, ouais. Okay. J'ai pas la stat à te donner de combien on a de 2016. On avait tellement peu de pros, mais après on a plusieurs milliers de professionnels qui sont là depuis plus de 2 ans et demi, 3 ans. Et on se rend compte que on n'a pas une énorme besoin de professionnels. Là, comme les partenariats écoles vont repartir et 2021, là, on voit une vraie accélération avec l'ouverture au lycée aussi. Du coup, les secondes, premières terminales. Il va falloir qu'on refasse de l'acquisition. Et d'ailleurs, on a recruté une personne spécialisée là-dedans. Parce que t'as plus de renouvellement côté étudiant. Alors nous, on a le renouvellement côté... T'as raison, en fait, c'est un vrai... On n'est pas les seuls à avoir ce problème, entre guillemets. C'est que l'étudiant, on a l'impression, et c'est un de nos enjeux, ça reste un de nos enjeux, qu'une fois que t'as fait 1 ou 2 rendez-vous, ça s'arrête. Donc en fait, nous, on a un enjeu de dire quelle est la valeur dans la durée, de dire, en fait, nous, ce qu'on adorerait, c'est que l'étudiant, dans son expérience My Job Assist, il fasse 10, 20 rendez-vous, mais pour aller chercher plein de choses. Au lycée, il peut découvrir le monde de l'entreprise. Post-bac, il peut commencer à, découvrir quelques métiers. On a des écoles qui utilisent My Job Assist dans le cursus pédagogique pour que l'étudiant choisisse la bonne option. Donc, par exemple, en école de commerce, on a plein d'écoles qui demandent à leurs étudiants, quand ils doivent choisir marketing, communication, finance, logistique, de justifier ce choix au regard de rendez-vous qu'ils ont réalisés via la plateforme. En gros, si tu dis que tu veux faire option finance, mais que tu n'as pas rencontré un mentor financier, tu n'es pas prioritaire, parce que ton projet, il n'est pas solide. C'est hyper intéressant. Tu t'es placé comme
comment dire, dans une équation, un impondérable en tout cas, mais t'es obligé d'y être, quoi. C'est un peu ça. Et donc là, on est en train d'aller encore plus dans le détail. C'est comment on accompagne les écoles entre le bac+1 et le bac+5, et chaque année, une valeur différente. On a des écoles, par exemple des bachelors. À la fin du bachelor, pour préparer le grand oral du bachelor, les étudiants doivent faire 2-3 rendez-vous, mais avec une thématique, un focus qui est la posture du manager. Et donc, en fait, ils vont pitcher des managers, ils vont échanger avec des managers pour dire c'est quoi vos best practices, qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui est bien, avec un angle d'attaque, tu vois, qui est différent, qui est pas forcément ton métier, ton quotidien. C'est comment t'es un bon manager. On a parlé des pros, on a parlé des étudiants, le client et donc une entreprise, elle se crée un vrai CRM avec, en tout cas, une base d'étudiants potentiels, peut-être qualifiés. Qu'est-ce qu'elle a comme outil pour le faire ? Alors effectivement, nos clients payants ont accès à une sorte de cockpit, donc tu l'appelles CRM, mais ça ressemble à ça. Ils ont la capacité de piloter leur programme. Donc piloter un programme de mentoring. Ce serait presque un ATS d'ailleurs plutôt qu'un CRM, Applicant Tracking System. Ouais, l'ATS souvent, aujourd'hui c'est effectivement plutôt pour l'aval, c'est-à-dire la gestion des candidatures. Mais et souvent quand on dit oui, t'as des outils qui gèrent soi-disant des pipes de talents, mais souvent ce sont des talents où le RH a cliqué sur LinkedIn pour l'ajouter en base, mais il n'y a aucune connexion qualitative entre ce talent et l'entreprise. Alors que là, il a potentiellement déjà passé un peu de temps avec nous, un mentor. On a un point d'accroche qui est hyper qualitatif, parce qu'il est humain. C'est une interaction humaine entre un jeune, un professionnel. Donc effectivement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on permet aux entreprises de se constituer un pool de talents par le biais d'un programme de mentoring. Et derrière, l'entreprise a la capacité de piloter son programme. C'est-à-dire que quand on a 3 mentors, à la limite, c'est simple. On leur pose la question par mail, comment ça se passe, etc. cette semaine. Quand on en a 300, 400, nous, on a la Marine nationale qui a 400 mentors, en fait, c'est littéralement impossible d'administrer, de passer des coups de fil, etc. Là, ils ont dans leur cockpit, ils savent tout ce qui se passe. Combien il y a eu de rendez-vous, comment se sont passés les rendez-vous. Est-ce que après le rendez-vous, l'étudiant serait intéressé par un job ou pas dans l'entreprise. Est-ce que l'étudiant, parce que c'est un feedback du pro et de l'étudiant, il y a des questionnaires post-rendez-vous qui sont partagés. Et tout ça, c'est remonté par le RH. Et le RH, il a, je vais poser positivement, mais une machine de guerre en fait pour administrer ses talents, garder le contact avec et potentiellement les recruter. Donc effectivement, on se positionne en amont. Nos clients peuvent rencontrer des fois des jeunes assez jeunes, d'autres qui sont plus proches du marché du travail. Mais un vrai intérêt, c'est d'avoir tissé des relations hyper qualies en amont et surtout d'identifier, ça c'est sur le volet recrutement, quels sont les jeunes intéressés par l'entreprise pour pouvoir les recontacter avant que le jeune se soit mis dans une démarche de recherche. Donc, c'est-à-dire qu'on grille la politesse à tous les concurrents de la place en ayant tissé ce réseau auprès des jeunes dans les écoles. À condition que mes experts, mes mentors aient parlé à des étudiants. Et pour ça, il y a des conseils ? Alors oui, nous on se positionne aussi comme un expert du mentoring au sens large, donc le réseau pour les jeunes. Mais quand on lance un programme de mentoring chez nos clients, on leur donne des conseils. Donc, quelle est ta posture ? Le but, c'est d'être dans la transparence, le côté humain, mais pas bullshit. C'est-à-dire jamais. En fait, c'était une des craintes au départ. On nous disait oui, mais un pro en entreprise, il va survendre, etc. On se rend compte que pas du tout. Le pro, il représente son entreprise, le mentor. Mais quand il parle de son quotidien, il est assez franc et l'étudiant derrière va lui dire aussi qu'est-ce qui est pénible dans ton job. Donc c'est assez à bâton rompu et les langues se délient. Et derrière le mentor, nous on lance des programmes de mentoring. Donc on pitch My Job Glasses au lancement dans les entreprises partenaires et ils sont accompagnés dans leur expérience. Ok, mais il faut que mes mentors soient trouvés. J'imagine par les étudiants. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec 52 000 mentors, c'est pas sûr que si je paye, je suis mis en avant. Est-ce que il y a plusieurs fonctionnalités quand tu payes. Donc classiquement, t'es boosté significativement. Donc t'es tout de suite trouvé alors que les mentors autres apparaissent beaucoup plus bas. Tu as les fonctionnalités, comme tu disais, de CRM, d'administration derrière. En fait, tu es boosté. Et de l'autre, tu as un outil qui te permet de lancer ce programme de mentoring à l'échelle et d'avoir toutes les datas qui s'en suivent. Donc des datas qui te permettent d'administrer et de piloter ta marque employeur, des datas qui te permettent d'administrer le volet recrutement, puis on est même en train d'aller sur un volet formation interne, onboarding des nouveaux arrivants.
Une dernière question, et puis après, on atterrira tranquillement, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on se parle. Le temps file, mais c'est très sympa cet entretien. Le coaching, le mentoring, l'orientation, on en a aussi besoin en cours de carrière, c'est pas que quand on est étudiant. C'est un marché que vous attaquez, parce que tu me disais que vous visez les 15-30. À 30, on bosse déjà, normalement. Oui. Alors effectivement, ce que je te disais, c'est que sur le marché de l'orientation, aujourd'hui, là, depuis une dizaine d'années maintenant, on parle de l'orientation tout au long de sa vie. Il y a 20-30 ans, l'orientation, c'était réservé aux lycéens, trouver un premier job. Et d'ailleurs, c'était des conseillers d'orientation. Aujourd'hui, maintenant, on parle plutôt de coach d'orientation. Le coach n'ayant pas vocation à choisir à la place du jeune, mais le jeune être responsable de son choix, tout en ayant été éclairé par quelqu'un qui vous accompagne. L'orientation, elle s'arrête pas au premier job. Des fois, il y en a qui se plantent. Et puis même sur un job, on va se spécialiser, on va devenir manager, on va peut-être changer de boîte. Et donc en fait, nous, on considère pas que le premier job, on s'arrête là. Donc aujourd'hui, 15-30 ans, ça veut dire qu'on a aussi des utilisateurs jeunes qui sont déjà passés par 1 ou 2 boîtes ou qui font un Master 2 à 28-30 ans, tu vois, après avoir eu une première expérience professionnelle. Donc déjà, on est aujourd'hui ouvert aux 15-30 ans et on aide aussi nos entreprises partenaires. On s'est rendu compte que la valeur du mentoring, l'humain, avait aussi de la valeur dans le cadre des onboarding des nouveaux arrivants. Donc par exemple, des alternants qui viennent d'arriver dans l'entreprise. On a plusieurs clients qui déploient un programme de mentoring où ces alternants, ils vont les connecter avec des mentors pour qu'ils soient mieux éclairés sur les métiers en interne et qu'ils soient plus pertinents et autonomes dans leur job au jour le jour. Puis par la même occasion, ils se sentent un peu plus épaulés, surtout dans des périodes Covid où certains onboardings se font à distance. Là, au moins, quand on a quelqu'un qui est un peu notre mentor interne, c'est une vraie utilité. Ok, intéressant. Je reprends cet exemple, mais c'est parce que c'est un ancien employeur, mais chez Air France, on était, je sais plus, 100 000, 110 000 employés quand j'y travaillais. C'était en 2000, je suis parti en 2009. Dans je ne sais pas combien de pays et je ne sais pas combien de métiers, c'est vrai que ce genre d'accompagnement peut être hyper intéressant pour découvrir d'autres bureaux, d'autres métiers, d'autres lieux. Et ça, on n'en avait pas, à l'époque en tout cas, vraiment la possibilité, quoi. Hyper intéressant. Le Covid a été une accélération. Tous les forums ont été fermés. Alors nous, le Covid a été une accélération, mais je pense qu'elle se manifestera plus à moyen terme. En fait, à la fois du côté des jeunes et de l'usage, ça s'est accéléré parce que forum étant fermé. D'ailleurs, on a eu une vague d'étudiants qui se sont vus annuler les stages et les alternances dans les entreprises. En fait, c'était assez sauvage. On a eu des écoles qui nous ont dit, des écoles partenaires, 80% de mes étudiants n'ont plus d'alternance et de stage. C'est hyper violent. Et du coup, comment on fait ? Et donc, on leur dit, il y a quand même un moyen de les reconnecter avec l'entreprise, même en cette période. Lancer un partenariat avec My Job Lasses où vous pouvez leur permettre de se connecter avec des mentors, etc. Ce qu'on a fait beaucoup. Donc, accélération à ce niveau-là. Après, nous, côté clients, nos clients sont assez largement des clients RH qui ont géré à bout de bras les confinements, déconfinements. Donc, je pense dans l'écosystème RH, on est dans une zone molle. On fait pas partie de ceux qui sont clairement sacrifiés par la crise, loin de là. On fait pas partie de ceux qui, les Zoom et compagnie, ça a explosé. Mais en fait, l'EdTech a gagné 5 ans d'usage globalement. Donc, je pense que là, on va avoir une très forte accélération 2021-2022. Mais globalement, nos interlocuteurs RH étaient saturés. Ils ne prenaient pas de rendez-vous pour gérer les confinements, déconfinements et, comme je disais, les envois d'ordinateurs pour des collaborateurs à distance. Donc, des logiques très, très opérationnelles. EdTech, Education Tech, technologie, pardon, tu viens de le dire. Alors, tu m'as dit un truc quand on préparait cet entretien, et voilà, deux dernières questions. Tu m'as dit un truc quand on préparait cet entretien qui était intéressant, et ce serait, je pense, intéressant de le répéter pour nos auditeurs. Vous êtes 30-35 aujourd'hui ? Oui. Et vous faites tous du coaching, du mentoring sur la plateforme ? Exactement. Vous êtes vos propres clients ? On est nos propres clients. Alors, on n'est pas les seuls à le faire. Moi, j'avais lu que Airbnb ou même, je crois que Intercom, c'est pareil. C'est une obligation chez nous, mais tout le monde prend beaucoup de plaisir à faire ça, à être mentor sur My Job Lasses. Donc, on a notre propre programme de mentoring et on rencontre des tas de jeunes. Donc, je pense qu'en moyenne, on doit rencontrer entre 2 et 5 jeunes par mois. Je te mentionnais donc une dédicace spéciale à un de nos collaborateurs qui est Mine, qui lui en ce moment fait 30 à 40 rendez-vous par mois. C'est extraordinaire. Je suis assez admiratif et je sais pas où il prend le temps pour faire tout ça, mais il adore ça. L'enseignement, c'est de toujours utiliser son produit et de rencontrer d'avoir des insights utilisateurs. Et le meilleur moyen d'avoir des insights utilisateurs, c'est de leur parler, quoi. Et je leur pose beaucoup de questions, moi, à la fin du rendez-vous. Qu'est-ce que t'améliorerais ? Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que disent tes amis ? C'est une vraie mine d'or. Ils savent à qui ils parlent ?
Oui, ils me disent je suis content. En plus, je parle au fondateur, c'est super. Donc donc et je suis pas le seul. Enfin, il y a le boulot et puis il y a aussi ma femme qui était une supportrice de longue date et qui est mentor elle à titre individuel, qui a créé son activité récemment, mais qui rencontre beaucoup de jeunes aussi. Donc on en parle aussi dans la sphère perso. Top. Pour finir, un fail et un win sur la création de cette place de marché, sur cette plateforme de rencontre. Où est-ce que tu aurais pu gagner du temps et où est-ce que tu en as gagné Je dirais un fail, c'est alors sur la place de marché, mais ça va être le corollaire de la place de marché, c'est comment on génère notre offre et notamment le modèle payant. En fait, mais je tire la ficelle, c'est la ficelle du recrutement. Je pense que on s'est un peu fourvoyé sur les premiers recrutements qu'on a fait, notamment sur le volet commercial chez MyJobLasses, où on a eu beaucoup de paillettes pour des commerciaux qui venaient de startups hyper sexy, etc., mais qui étaient sur des modèles B2B avec des cycles de vente hyper courts. Et donc en fait, je pense qu'on aurait beaucoup plus pu accélérer notre modèle payant entreprise si on avait été un peu plus clairvoyant sur la manière dont on recrute les personnes chez nous, parce que nous, on a des cycles de vente plus longs. Le recrutement, c'est la clé. Hein. C'est la clé et voilà, on a mis un peu de temps à le comprendre, mais ça y est, on est plein pot dessus. Le succès, enfin je pense que clairement, je pense la fierté de la création de l'offre sur le volet mentoring, la chasse sur LinkedIn, ça a marché, mais quelque chose d'incroyable, vraiment. Et ça, c'est à bout de bras avec plein d'outils d'industrialisation, etc. Malheureusement, plus trop duplicable aujourd'hui puisque LinkedIn est ceinture et bretelle sur ces sujets-là. Mais la gestion de l'offre en 2018-2019 a complètement explosé. Et donc ça a hyper bien marché. Frédéric, merci infiniment pour ton temps. C'était passionnant et vraiment intéressant. Est-ce que vous communiquez sur votre volume d'affaires ? Oui, enfin on peut le dire. Enfin voilà, on a un ARR d'1,5 million aujourd'hui. Et on compte plus que le doubler cette année. Formidable. ARR, c'est Annual Recurring Revenue, le revenu récurrent annuel. Le doubler, vous passeriez à 3 millions. Ça fait à peu près 250 000 de MRR monthly. C'est bien. Si vous êtes 30 personnes à des salaires à peu près normaux, c'est-à-dire que tu vas passer l'équilibre cette année ? Un peu, pas encore, parce qu'on a un plan de recrutement qui est quand même pas négligeable pour atteindre la rentabilité, recrutement de commerciaux, faut qu'on concilie l'équipe tech, parce qu'il y a de gros enjeux chez nos clients et nos utilisateurs. Non, la rentabilité, on la cible plutôt dans les 18 mois. Donc 18-24 mois, on va dire. Mais c'est un objectif. Super. Frédéric, merci infiniment, chers auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. myjobglasses.com pour en savoir plus. Et puis Frédéric Voyer sur LinkedIn ou Émilie Korchia, pardon. Merci de ton invitation en tout cas. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.